Je pense que je détesterais que l'humour soit analysé, décrypté et... C'est un peu ce qu'on fait quand même. J'aime pas ce qu'on fait. Je vais me casser. J'en ai marre. C'est nul. Dans notre société, on hiérarchise les façons de parler, mais aussi les registres. Tous les registres n'ont pas les mêmes valeurs. Et dans cette hiérarchie, l'humour a un statut paradoxal. Tout le monde aime bien faire des blagues, plaisanter. Les gens qui ont de l'humour sont appréciés. Et quand on liste les qualités d'un ou d'une partenaire potentielle, l'humour revient souvent. L'humour est populaire. Mais tout ce qui est populaire a une valeur ambiguë. On aime l'humour, mais c'est aussi considéré comme un registre un peu bas, un peu trop facile. En littérature, par exemple, depuis Aristote, on distingue la tragédie, qui est censée être le genre noble, codifié, supérieur, et la comédie, un genre plus libre, moins codifié, donc plus suspect. Cette distinction perdure. Par exemple, de nos jours, dire de quelqu'un « c'est un guignol » ou « c'est un rigolo », c'est méprisant. Et dire « c'est bon, c'était pour blaguer », ça veut dire « ce n'était pas important ». Bref, l'humour est vu comme une sous-langue. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Parler comme jamais, le podcast qui s'attaque aux clichés sur la langue. Aujourd'hui, on va parler d'humour. Quelle valeur peut-on donner à l'humour ? J'en ai discuté avec Guillaume Meurice, auteur, humoriste et chroniqueur radio, et c'était un entretien, on va dire, animé. Elle va être chiante, elle va réagir à tout, parce que genre c'est son podcast. Non, c'est mon podcast, donc je dis ce que je veux. L'humour, on peut en trouver partout. Dans une publicité, au cinéma, dans une blague carambar, dans un tweet, dans une caricature, dans un spectacle de stand-up, dans une page de littérature, dans une chanson, dans une discussion privée. L'humour, ça peut être ça. Oh merde, ne bois pas en conduisant! Bon, très bien. Je vais conduire entre deux gorgées. Ou ça. Vous savez qu'à la base, moi, je devais être mannequin. Mais comment j'en avais marre d'avoir faim. Un jour, j'ai fait un écart, j'ai mangé un raisin. Fin de carrière. Aussi ça. J'ai perdu ma mère ce matin. Elle est morte? Non, je l'ai perdue. C'est-à-dire que je l'ai perdue, quoi. Elle était là et pouf, je l'ai perdue. L'humour, ça peut être léger, ça peut être grinçant. Bon, on ne va pas dans cet épisode disserter sur les différences subtiles entre humour, ironie, raillerie, esprit, parce que pour tout vous dire, j'ai fait ma thèse pendant 5 ans sur ça, et je peux vous assurer que c'est complexe, ça change selon les sociétés, selon les époques, et puis j'ai un peu peur que ça finisse comme dans ce sketch des Inconnus sur le rire sur Arte. Qu'est-ce que le rire ? C'est une vaste question. Oui. Si l'on s'en réfère à Physoctète, Ocalistos, Einaï, Aristoteles, Ipséia, à partir de là tout est dit, n'est-ce pas ? Tout est dit. Le rire est avant tout cosmique et multiproportionnel. Oui. D'ailleurs, quand j'ai demandé à Guillaume Meurice une définition de l'humour, il a fait comme tout le monde, il m'a dit que c'était indéfinissable. L'humour, ça veut un peu tout et rien dire. C'est une catégorie qui est très très vaste. C'est une discipline en fait. Donc il y a plein de types d'humour. Donc le fait, c'est pas l'humour qui est populaire, c'est le fait de rire. Tout le monde aime bien rire en fait. C'est aussi con que ça. Après, on rit pas des mêmes choses. L'humour est souvent considéré comme un sous-genre car il ne serait pas codifié comme peut l'être par exemple une poésie ou un conte. C'est vrai que quand on regarde ou quand on écoute un sketch ou un spectacle, on peut avoir une sorte d'illusion de facilité parce qu'il y a un homme ou une femme qui arrive et qui sort des blagues d'un air très naturel et désinvolte, qui ressemble un peu à notre meilleur ami rigolo, et ça a l'air très spontané. Mais ce n'est pas le cas. Il y a un travail avant pour écrire le texte, pendant pour dire, pour jouer le texte et pour s'adapter aux réactions du public. Faire de l'humour, ça s'apprend. Mais comment ? Alors vous allez toujours trouver des conseils dans des articles, dans des manuels. Il y a toujours eu des traités de rhétorique pour bien parler, bien avoir de l'esprit, bien avoir de l'humour. Et on a toujours essayé de lister des techniques. Par exemple, dans un ouvrage sur le mot d'esprit, Freud essaye de lister ces techniques de l'humour. Il nous donne des exemples, le double sens, la figuration par le contraire, la figuration par quelque chose d'apparenté, la condensation de 2 mots avec formation d'un mot substitut.
Pour expliquer cette dernière technique, l'exemple que donne Freud, c'est le mot familionnaire, c'est-à-dire un mot substitut formé avec la condensation de 2 mots, le mot familier et le mot millionnaire. Dans une phrase, il avait une attitude très familionnaire, c'est-à-dire l'attitude familière que peut se permettre un millionnaire. Et si vous ne trouvez pas ça drôle, désolé, ce n'est pas mon exemple, c'est celui de Freud. Bon, d'accord, il y a des règles, mais est-ce que l'humour se réduit vraiment à ces règles comme une recette ? Comment est-ce qu'on se forme au métier d'humoriste ? Est-ce que c'est en apprenant des règles ? En fait, la formation première, c'est souvent par le théâtre, par les arts de la scène. Mais les mots d'humoriste et de comédien ou de comédienne n'ont pas la même connotation dans le langage commun. On va souvent attacher plus de valeur au terme de comédien ou d'acteur, d'actrice, qu'au terme d'humoriste. J'ai donc demandé à Guillaume Meurice si, selon lui, cette distinction entre acteur et comédien avait vraiment un sens. Le stand-up est pas mal décrié parce que t'as toujours le truc des vrais comédiens qui font des personnages, qui vont dire bah oui, mais c'est pas vraiment du jeu, ils viennent juste dire des blagues. Moi, je suis pas d'accord avec ça. Et en plus, je trouve que c'est une discipline qui est très difficile quand même. Mais moi, j'ai fait le cours Florent et j'avais un prof, notamment en 2e année, qui s'appelle Julien Kozelek, qui détestait le one-man show, par exemple. Ouais. Et qui m'aimait beaucoup et qui m'a toujours dit je sais très bien que ton rêve, c'est pas tellement de jouer Andromaque, dans Andromaque en tout cas, enfin ni Andromaque tout court d'ailleurs, mais travaille sérieusement ce que je te donne à travailler, ça te servira pour ce que tu veux faire. Bah, du coup, ça m'intéresse. En quoi ta formation d'acteur, peut-être sur des textes classiques qui n'ont pas grand-chose à voir avec l'humour, ça t'a servi pour ta pratique d'humoriste ? Plusieurs choses. D'abord, j'avais jamais fait de théâtre avant de faire le cours Florent. Donc, je suis arrivé à Paris un peu sec là-dessus. Donc, il y a une chose de mise en confiance qui est de l'ordre de la mise en confiance sur un plateau, être regardé par des gens alors que tu fais des trucs, ce qui est quand même pas très naturel. Et après, si on veut vraiment rentrer dans le jeu d'acteur et la comédie en elle-même, la rigueur, par exemple. En fait, la comédie, c'est du rythme, beaucoup. Et tu peux avoir des soirs où tu dis pas les phrases de la même façon, et il y a des phrases où ça fait moins marrer ou plus marrer. Alors après, le piège, c'est de considérer ça comme une science et de dire, putain, si je dis exactement avec le même truc, là, je crois que j'ai trouvé la bonne formule, si je le répète, etc. Et ça, c'est pas toujours vrai non plus, parce qu'il y a quand même, mine de rien, c'est pas que du rythme, mais c'est beaucoup de rythme. Donc il y a l'intention, il y a plein de choses. Enfin, si vraiment je devais retenir quelque chose, c'est la rigueur, ouais. Quand on fait de l'humour son métier, on se forme à écrire, à jouer, mais aussi à interagir avec le public, à composer avec ses réactions. Comment un comique, un humoriste fait quand il y a des gros bides pour continuer à enchaîner ? Est-ce qu'il y a des stratégies de rattrapage ? Oui. Est-ce que tu pleures dans ta tête ? Qu'est-ce qui se passe, quoi ? Il y a des stratégies de rattrapage, oui, ça c'est certain. Déjà, si tu l'assumes, Ah ouais. Normalement, les gens sentent le malaise et rient du malaise. Par contre, ça marche pas sur 1h30, on est bien d'accord. Ça marche une fois ou deux. Ou alors, c'est un style. Il y a des humoristes qui travaillent sur le malaise. Moi, j'aime beaucoup Marc Fraise, Monsieur Fraise. Il fait tout un spectacle basé là-dessus. Moi, ça me fait pisser de rire. Je trouve ça incroyable. Parce que je me dis, mais c'est pas possible. Donc, il a un personnage, pour ceux qui connaissent pas, qui dit rien, en fait. Il rentre sur scène et le premier truc, c'est il passe 10 minutes à interpeller son régisseur qui s'appelle Michel. Il fait Michel. Et donc, déjà, pendant 3 minutes, c'est hyper long, quoi. Et toi, dans le public, tu dis, mais il va pas continuer. À un moment donné, il va se passer quelque chose. Et ça met les gens dans un inconfort qui provoque une réaction spontanée qui est la rigolade. Donc ça peut servir pour rattraper un bide. Après, toi, qu'est-ce qui se passe dans ta tête ? Un des proches, il disait que c'était la solitude ultime, la solitude absolue, le bide. C'est assez intéressant comme sensation parce que quand tu fais une blague, c'est un peu comme si tu fais un cadeau, quoi. Tu dis, hey, je vais vous faire rigoler, regardez, j'ai préparé ça, tu vois. Et puis on dit non, c'est moche. En fait, les gens, tu dis, de la merde. Et c'est assez violent, entre guillemets, quoi. Mais en tout cas, c'est assez intense. Même une salle qui rit ou ton spectacle qui marche, c'est assez intense quand même, ce que ça procure comme sensation. C'est assez chouette. Je suis pas là pour le plaisir. Et non, c'est mon travail. Et oui. Je travaille le plus possible pour gagner le plus d'argent. Je serais bien content. Si j'ai envie d'acheter un produit, tiens, moi je l'achète.
Écrire des blagues, des sketchs peut vouloir dire obéir à des techniques comme dans tout art. Mais on peut aussi décider de s'en émanciper, de les transgresser. Je crois pas qu'il y ait des moments où il faut faire quelque chose, ça c'est sûr et certain. T'as quand même une régularité, genre les calembours en fin de chronique par exemple. J'aime bien finir par un truc qui est un peu de l'ordre de la moralité, quoi. Moralité, ta-da-da-da-da-da. Voilà, ça j'aime bien avoir cette petite phrase de fin. J'aime bien avoir une intro où je pose bien la situation, j'explique où je vais, de quoi je vais parler et pourquoi j'en parle. Il faut quand même un cadre, en fait, il faut un support pour que les gens y te suivent, quoi. Si tu commences à faire que des blagues, c'est plus compliqué. Après, sur l'écriture d'une phrase ou d'une punchline, il y a des règles, en fait. Il y a des gens qui ont écrit sur des trucs, mais à chaque fois que j'ai lu, j'ai toujours trouvé ça con. Le fameux truc, c'est la règle de 3. C'est quoi ? Ta blague, il faut qu'elle soit en 3e position, quoi. Tu donnes des exemples. Donc, il y a ci, il y a ça, et là. Et oui, des fois oui, mais des fois si t'en mets 4, c'est marrant. Des fois si tu mets la blague en 2 et 3, c'est marrant. C'est un peu comme les gens qui t'expliquent comment écrire un scénar, quoi. Moi je trouve ça toujours un peu triste, en fait. Parce que c'est codifié à l'avance et donc t'as pas d'espèce de liberté. En fait tu fais pas ça pour ça. Enfin je sais pas, moi je fais pas ça pour ça. Je crois que c'est Alexandre Astier qui disait faire quelque chose qui est singulier comme ça, écrire tout seul, parce que lui il fait tout seul, même la musique et tout. Il disait ça donne quelque chose certainement avec plein de défauts, mais très très signé. Alors, qu'est-ce qui donne sa valeur artistique à l'humour ? Ça peut être le caractère très maîtrisé, très léché d'un spectacle. Ça peut être l'originalité, le style de l'humoriste. Mais la particularité de l'humour, par rapport à d'autres paroles, à d'autres arts, c'est peut-être que sa qualité est immédiatement sanctionnée par la réaction du public. Généralement, on date l'explosion du stand-up en France dans les années 2000. Selon la linguiste Nelly Kemener, le stand-up français mêle 2 éléments, la tradition du café-théâtre très forte en France pendant les années 70 et l'influence du stand-up américain, dont se réclame notamment le Jamel Comedy Club, créé par Jamel Debbouze. Depuis, le stand-up est un genre en pleine explosion. En France, en 2019, on compte 18 000 représentations humoristiques et c'est un chiffre qui ne cesse d'augmenter. Beaucoup de personnes qui ont fait, par exemple, un petit buzz sur les réseaux sociaux vont tenter leur chance dans le stand-up. C'est quand tu vas mettre des paillettes dans ma vie, Kevin. Alors, que l'humour devienne une industrie, ça peut être vu comme une chance, comme la reconnaissance d'un art, et c'est ce que dit l'humoriste Fary. Quand on parle de Jason Brokers, de Roman Fressinet, de Kian, de toi, de Panayotis, on a l'impression qu'il y a une nouvelle génération. Et le point commun entre vous tous, c'est que vous avez mis du temps à être attachés à personne. On faisait la dernière fois le rapprochement entre l'arrivée de la culture hip-hop ce que j'allais dire. Et du stand-up. Avant, il y avait le groupe produit par Joey Starr, le groupe produit par Cool Chain, le groupe produit par IAM. Et puis maintenant, c'est des mecs qui sont produits par personne à part eux. Je crois qu'on est en train de vivre, là en ce moment, l'arrivée du rap sur Skyrock, quoi. On commence à prendre au sérieux le stand-up et à le voir comme un art à part entière et puis à le sortir de la case dans laquelle on l'avait mis. Et aussi parce que, nous, on avance dans notre art, quoi. C'est ce changement de dimension et les enjeux économiques qui l'accompagnent qui ont mis au jour les dimensions plus sombres de l'humour, notamment le plagiat, le vol de blagues. Des humoristes connus comme Gad Elmaleh ou Thomas Sisley ont été épinglés sur un compte YouTube anonyme, Copy Comique, qui a mis en parallèle des sketchs dits par des artistes anglophones puis copiés par des francophones. Bon, le vol, c'est Gad Elmaleh ou Thomas Sisley, c'est vraiment des gens qui sont arrivés même avant YouTube et ils savaient pas que ça allait ressortir à un moment donné de leur carrière. Ouais. Ça, ils se doutaient pas. C'est vrai que Thomas Sisley, c'est même à la mimique près, quoi. C'est même assez impressionnant. Finalement, c'est un vrai travail. C'est un bon imitateur. C'est ça, en fait. Women get a closed orgasm. Guys don't get close. We see the finish line, we cross the finish line. C'est par exemple, les femmes, elles sont capables de presque jouir. Si ça veut rien dire pour un mec, presque jouir. C'est un mec, quand il voit la ligne d'arrivée, il traverse la ligne d'arrivée. If we have to drag a broken leg, we will cross the finish line. Même s'il a une jambe cassée, c'est pas grave, il se traîne, il y va. What happens to women? Do you see the finish line? You're like, oh, oh yeah. Oh, look a deer. La femme, elle voit la ligne d'arrivée, elle va se traîner, elle va faire oh, un chevreuil. C'est des bons traducteurs, on peut quand même leur reconnaître ça. Et il y en a d'autres. Je me souviens de François Rollin qui avait fait un spectacle de Pierre Légaré avec des textes de Pierre Légaré. Et les gens, ils allaient voir, ils disaient mais en fait c'est Roland McDan.
Et c'est parce qu'en fait, Roland McDan, il avait piqué les trucs à Pierre Légaré, qui est un humoriste québécois. Et parce que les mecs, ils allaient au Québec voir des spectacles, ils prenaient des notes, ils revenaient en France, et forcément, c'était les rois du pétrole, quoi. Ils revenaient avec un best-of des meilleurs humoristes qu'ils avaient croisés là-bas. Mais au-delà de ces histoires de plagiat, il y a un autre aspect de l'humour qui est moins connu, c'est le marché des blagues. Souvent, quand vous allez assister à un spectacle, ce n'est pas forcément l'humoriste que vous voyez sur scène qui a écrit son texte. Il peut avoir un auteur ou une autrice qui est quelquefois cité, quelquefois non. Mais il y a aussi des plumes professionnelles, c'est-à-dire des personnes souvent peu connues qui vont écrire beaucoup de blagues à la chaîne qu'ils vont vendre à divers humoristes. J'ai demandé à Guillaume si c'était une pratique qu'il avait. Personnellement, j'aime pas le faire. Déjà parce que j'aime bien écrire et que je veux pas confier ça à quelqu'un d'autre. Et en plus parce que quand j'aime bien quelqu'un et que j'apprends que le texte a été coécrit, ça me déçoit. On a dit au début de cet épisode qu'on faisait généralement une hiérarchie entre parler sérieux et parler humoristique non sérieux. Mais puisqu'on aime bien les hiérarchies, on a aussi tendance à hiérarchiser les types d'humour entre eux. Un humour qui serait complexe, spirituel, recherché, et un humour plus facile, qui aurait du sens, notamment un sens politique, contre un humour gratuit. Et comme Guillaume Meurice est connu pour être un humoriste engagé politiquement, je ne pouvais pas ne pas lui poser la question. Et la question était, est-ce qu'il faut faire ça ? Est-ce que du coup, pour toi, l'humour, c'est forcément engagé politiquement ? Non, évidemment non, c'est pas forcément. L'humour, c'est forcément rien du tout. L'humour, c'est ce qu'on veut en faire. Chacun fait avec ses obsessions. Et toi, c'est tes obsessions ou Mes pas ? obsessions, c'est pourquoi l'espèce la plus évoluée, en tout cas l'auto-prétendue espèce la plus évoluée de la biosphère, arrive pas à vivre correctement. Ça m'obsède. Je me dis, mais c'est quand même pas possible, parce que c'est pas très compliqué quand même de vivre. Il faut juste bouffer, respirer, avoir des relations sociales. C'est quand même pas fou à la base comme projet. Et ça marche quand même pas de ouf. Et ça m'intrigue beaucoup, ça m'intéresse énormément. En fait, ce qui m'intéresse, c'est ce qui met les gens en mouvement, ce qui les meut. Pourquoi vous faites ça ? Pourquoi les gens vous faites ça ? Pourquoi vous allez avoir un débat sur le voile ? Pourquoi vous allez passer votre matinée sur un plateau de télé à débattre d'un truc qui vous concerne pas, qui vous fait aucun mal, qui n'a aucun impact sur votre vie? Pourquoi vous faites ça? Et ça m'intéresse à fond. Comment tu choisis tes sujets, du coup? Au niveau d'agacement. Je me dis, là, c'est emmerdant, là, quand même. Exemple, France Inter est partenaire du film de Roman Polanski. Énervement de ma personne. Non, mais oui, je traite ça en blagounette, mais ça part d'une vraie considération de se dire, il se passe un truc qui va pas, non, quand même. Faut-il séparer l'homme de l'artiste? C'est une vaste question qui en appelle d'autres. Si Francis Holm avait su faire un travelling, est-ce qu'il serait en tôle ou aux Oscars? On est bien emmerdé, on ne sait pas aujourd'hui. Et ce sont des questions qui se posent car demain sort J'accuse, le nouveau film de Roman Polanski, partenariat France Inter. On aime les violeurs en série, on vous en parle. C'est vrai qu'on fait des émissions citoyennes, mais si Marc Dutroux faisait de la danse contemporaine, on serait là pour le soutenir, on t'oublie pas, gros. Et qu'est-ce que tu veux susciter chez les gens? Tu voudrais qu'ils s'énervent aussi, ou c'est un côté cathartique, on en rigole limite pour se libérer de cet énervement parce que... Ce serait vraiment du fascisme de savoir exactement l'impact que tu vas avoir sur les gens. Mais t'en espères pas? C'est le spectateur qui fait l'œuvre. T'en espères pas? C'est un podcast où on peut placer des citations de Marcel Duchamp. Ça, c'est bien. C'est pas tous les jours. Mais je le pense un peu quand même. Enfin, vraiment que c'est le spectateur qui fait l'œuvre. Donc moi, déjà, premièrement, je le fais pour moi, de manière très, très égoïste. Le fait de le faire, mais c'est comme écrire un livre ou peindre un truc. Enfin, ça te le libère, quoi. C'est-à-dire que tu l'as plus sur tes épaules. Je dis, c'est bon, j'ai fait ma chronique. Ouf, ça va mieux. Là, je suis libéré. Deuxième truc, j'ai remarqué en le faisant que potentiellement, ça fait du bien à des gens qui sont concernés par le sujet, d'avoir quelqu'un qui prend la parole publiquement. En plus, sur France Inter, c'est considéré comme une radio service public national, etc., généraliste. Donc, les personnes concernées me disent, au moins, c'est bien que tu en aies parlé. Ça, je trouve ça pas mal. Je suis pote avec les mecs de Zebda, là, Mousse et Hakim, qui disaient dans une interview, oui, nos chansons, elles changent pas le monde, mais elles donnent du baume au cœur. Et ça, j'ai bien aimé l'expression. Et j'aime bien l'idée que mes chroniques puissent de temps en temps donner du baume au cœur, si je veux avoir cet impact-là. Troisième impact, oui, peut-être que
c'est la catharsis, c'est que finalement, d'en parler, ça permet de pas bouger, peut-être. D'en rire, ça permet pas de créer le mouvement. Il y a une phrase de Didier Super que j'aime bien, on aura vraiment cité plein de gens, qui dit « Vaut mieux en rire que de s'en foutre ». Et je suis hyper d'accord avec ça. Le problème, quand on parle d'humour engagé, d'humour subversif, c'est qu'on peut toujours en voir les limites. C'est l'ambiguïté du rôle du bouffon du roi, rôle que Guillaume Meurice avait d'ailleurs abordé dans une de ses chroniques. Il n'a pas envie que ça soit moi le roi, si vous voulez que je vous dise. Et je vais vous dire, moi non plus, j'ai pas envie d'être le roi, je préfère nettement rester le bouffon. Le bouffon, qu'est-ce que c'est ? Qui c'est ? C'est celui qui, dans un cadre bien délimité, a un statut spécifique, une parole spécifique, qui lui permet d'aller dire en face ses 4 vérités aux puissants. Alors, les puissants, avant, c'était le roi et les nobles de la cour. Maintenant, ça pourrait être les personnalités politiques, les grands patrons, par exemple. La linguiste Nelly Kemener, dans son ouvrage « Le pouvoir de l'humour », a étudié l'installation dans les sphères publiques et politiques de cette figure du bouffon humoriste professionnel. Et c'est une figure qui est apparue, selon elle, dans les années 50, à la suite de l'humour chansonnier, de l'humour de music-hall, dans les cafés-théâtres, puis à la télévision. C'est une figure critique qui revêt les habits d'un contre-pouvoir. On pense bien sûr à Coluche. Et pour revenir à Guillaume Meurice, on peut penser au Rends l'argent qu'il avait sorti avec Charline Bonnenecker face à François Fillon. L'humour politique existe depuis longtemps. Mais est-ce qu'il est efficace ou est-ce qu'il sert d'exutoire, de soupape de sécurité pour que le système continue à fonctionner ? Là, c'est la question de est-ce que les humoristes sont la soupape de la société ? Peut-être. Ouais. Tu veux qu'on fasse grève ? Peut-être si tous les humoristes ils font grève pendant 2 mois, la société elle craque. Je sais pas si on a ce pouvoir-là. En vrai, je sais pas. J'en sais rien du tout. Pour l'instant, je considère que je me sens plus utile entre guillemets en le faisant qu'en le faisant pas. La valeur politique et sociale de l'humour, elle se manifeste dans la critique des puissants, mais pas uniquement. L'humour joue aussi un rôle dans notre manière de vivre ensemble. Rire, c'est aussi une manière d'inclure les personnes avec lesquelles on rit, ou d'exclure les personnes desquelles on rit. L'humour joue sur ce double phénomène d'inclusion et d'exclusion. C'est une expérience que tout le monde connaît bien. Quelqu'un dit une blague, tout le monde rigole, et vous êtes là, et même si vous n'avez pas compris la blague, vous rigolez quand même. Et pourquoi ? Parce que vous n'avez pas envie d'être exclu de ce moment de cohésion de groupe. Mais quand on prend conscience de ce phénomène d'inclusion et d'exclusion, se pose la question d'avec qui on rit, contre qui et contre quoi on rit. Parce que l'exclusion peut s'accompagner de discrimination. C'est le débat sur l'humour oppressif qui viserait toujours les mêmes cibles, typiquement les femmes, les personnes racisées, les homosexuels, les lesbiennes. Qu'est-ce que c'est un humour oppressif ? Qu'est-ce que ce serait un humour non oppressif ? J'en ai parlé avec Guillaume. Quand tu disais que l'humour, ça peut faire du bien aux personnes concernées, il y a quelque chose qui t'est reproché à des moments, c'est de faire malgré tout de l'humour de l'entre-soi. En gros, tu sais, les reproches qui sont sur toi, en mode la bande de potes, de bobos de France Inter, qui rigolent entre eux, et qui, par exemple, va se moquer des gens, certes à des moments des personnalités politiques, mais à des moments de gens du peuple, de leur manière de parler, en disant « Ah, comme les autres sont cons et comme nous, on est intelligents ». Qu'est-ce que tu réponds à ça ? Il y a plusieurs aspects là. Qu'on rigole entre nous, oui, l'émission est bâtie sur une bande de potes. Ce qu'on aime à penser, c'est que les gens qui écoutent se disent j'aimerais bien boire un coup avec eux, être à table avec eux et me marrer avec eux. Donc ça, oui, c'est un peu ce qu'on essaye de faire. Donc c'est plutôt un compliment. Oui, mais vous n'êtes pas n'importe qui. Enfin, tout le monde ne peut pas s'identifier avec vous. Si vraiment on est n'importe qui. Hein. Quand on a commencé, mais vraiment personne ne nous connaissait. Moi, je viens de la campagne profonde. Charline, elle vient de la Louvière. C'est un patelin en Belgique. Les gens qu'on avait comme chroniqueurs, enfin, je veux dire, Clara Dupont-Moreau, qui la connaissait, elle avait fait un peu de téloche et tout. Mais donc là, non, ce reproche-là. Puis après, le reproche de l'entre-soi, s'il y a 1 million d'auditeurs, c'est un entre-soi d'1 million de personnes. C'est compliqué à tenir comme logique. Malgré tout, peut-être que vous venez d'endroits différents, mais vous avez forcément là un certain capital social, culturel, mode de vie commun. Ça fait sans doute que vous rigolez aussi des mêmes choses. Ah bah oui, mais quel est le problème de ça ? Si les gens, à partir du moment où les gens, ça les fait marrer aussi et ils nous suivent, ça valide aussi un petit peu notre façon de faire, non ?
Oui, mais est-ce que c'est pas contradictoire avec certaines de tes positions politiques, par exemple, de se moquer de la manière dont les gens parlent, de se moquer de leur manière de parler, en disant qu'ils parlent comme des ploucs, par exemple? On va aborder un sujet qui est vraiment intéressant, qui est d'où on parle quand on fait la blague. Moi, je fais des blagues sur les ploucs. Je suis un plouc. Je viens de Haute-Saône, je viens d'un village de 1500 habitants, à 30 bornes de la plus grande ville du coin, qui était Vesoul. Donc je me sens, moi, légitime pour tailler les gens de la campagne, ce que je fais d'ailleurs pas beaucoup, hein, en vrai. Mais je l'avais dit dans une chronique une fois, j'avais dit, bon, c'est bon, vous pouvez pas me taxer de parisianisme, parce qu'a priori, je suis chat perché quand même, quoi. Mais c'est intéressant comme sujet, quoi. D'où on parle, qui est la personne qui fait cette blague, et parce que tout dans la vie, c'est un peu de l'intention. Ce qu'on va juger, c'est pas forcément la blague, c'est l'intention. Pierre-Emmanuel Barré qui fait une blague sexiste, c'est pas la même chose que c'est Bigard qui fait une blague sexiste, même si c'est la même blague. C'est ça qui est compliqué à faire comprendre des fois aux gens. On se dit, ah ouais, mais si Coluche, il avait dit ça. Mais oui, mais c'est Coluche. Le messager est important dans la blagounette. Qui parle? Depuis quelle position parle-t-on? Ça, c'est une question récurrente quand il s'agit d'humour, mais plus généralement quand il s'agit de langage et de pouvoir. Est-ce qu'il faut être concerné pour parler d'un sujet? Et qu'est-ce que c'est être concerné? Est-ce qu'il suffit par exemple de venir d'un certain milieu social pour être concerné, même quand on n'y appartient plus? Moi, par exemple, j'ai grandi dans un hameau de 30 habitants. Je voulais faire bergère quand j'étais petite, mais de fait, je ne suis pas bergère, je suis prof de fac. Et du coup, je ne pense pas pouvoir dire que je suis légitime à représenter, on va dire, la campagne. J'ai continué ce débat épineux avec Guillaume. Ce qui est aussi intéressant dans l'humour, mais même quand tu prends la parole, c'est pourquoi tu le fais. Donc pourquoi Hanouna, il va faire un canular? Ouais, il avait fait semblant de draguer un mec qui avait une annonce et il l'avait outé. Et le type, je crois, avait eu plein de problèmes après. Voilà, ouais. Ok, c'est de l'humour, mais l'humour, il y a un discours quand même. Tu dis quand même des choses, il y a des mots les uns à la suite des autres, donc ça dit quand même quelque chose. Et c'est ça qui est intéressant normalement quand tu fais une blague. Sauf si tu fais une blague à la con, tu mets un coussin péteur, bon, c'est quand même rigolo. Mais quand tu fais une blague comme ça veut quand même dire quelque chose. Et du coup, il faut juger les gens qui disent on peut plus rien dire, etc. Ouais. En fait, ça dépend ce que tu dis, ça dépend comment tu le dis, ça dépend qui le dit. C'est pas. J'avais évité jusqu'ici de poser la question est-ce qu'on peut rire de tout, mais t'as envie d'y revenir, hein, c'est ça. Hein. Non, c'est les gens qui disent on peut plus rien. Les deux questions, est-ce qu'on ne peut plus rien dire? Ouais. Donc en fait, c'est l'intention. Je voulais te poser la question du genre, en sociolinguistique par exemple, c'est un truc qu'on étudie, que dans les éducations genrées qu'on peut donner par rapport au langage, on va beaucoup plus apprendre aux filles à valoriser chez les filles le rire, mais pas n'importe quel rire, le petit rire d'accompagnement, genre tu vois, typiquement un rire qu'on appelle fatigue, un rire qui relance, mais pas un rire qui prend trop de place. Parce qu'on dit une fille qui rit trop fort, d'ailleurs c'est vulgaire, et on apprendrait plus aux filles à rire, mais en mode public, et aux garçons à faire rire. Et ça expliquerait le fait qu'il y ait quand même beaucoup d'humoristes hommes et qu'il y a quand même beaucoup de clichés sur le fait les filles ne sont pas drôles, par exemple. Alors, qu'est-ce que t'en penses? Bah là, c'est quand même en train d'être démonté, ce cliché, parce qu'il y a de plus en plus de filles qui montent sur scène et qui prouvent que c'est de la merde, en fait, ça ne tient pas. C'est encore une fois lié au fait que de toute façon, si c'est drôle, que ce soit une fille ou un mec, c'est pas opérant, en fait, comme concept. C'est pas ça qui va, dans ta tête, te faire rire ou pas. En revanche, là, Elia Véron, je n'ai pas terminé. Le processus qui a fait qu'il y ait peu de filles sur scène, là, pour le coup, c'est un déterminisme social qui fait que les filles n'osaient pas monter sur scène ou se disaient c'est pas ma place parce que ce que tu viens de dire avant, ça, j'en suis convaincu. À cause de l'éducation, mais quand même, moi j'ai l'impression que c'est pas aussi simple que ça, c'est peut-être en train de changer, mais typiquement sur la vulgarité, de dire que certaines choses sont jugées plus vulgaires dans la bouche d'une fille que d'un garçon, ça c'était quand même très fort. Scène, oui. Sur scène, c'est en train de péter complètement. Ouais, t'as des nanas maintenant qui parlent de règles, qui parlent de sexe crûment. Non, vraiment, ça, c'est en train de bouger. Et vraiment, tant mieux. Et de toute façon, ça fait marrer les gens. Les gens rigolent. Dès que tu parles de la réalité et que tu bosses un peu ton texte, que ça soit bien amené, tout ça, c'est marrant. Donc, tu peux rien faire. Tu peux rien faire contre le réel. T'as une vision hyper idéaliste de l'humour par rapport au reste, quoi. En mode, l'humour, c'est le seul endroit où il n'y a pas de déterminisme socio-genré, etc. T'es drôle, t'as un talent. C'est certainement des endroits où il y en a le moins, ouais. Ouais. Mais je l'ai constaté en le faisant, hein. C'est même pas pour ça que je l'ai fait. Où je me suis dit, tiens, mais oui, c'est vrai que c'est marrant, on peut venir de n'importe où.
Et même, tu vois, par exemple, le Jamel Comedy Club, c'est super, quoi. Oui, mais typiquement, le Jamel Comedy Club, ça a été une structure qui a été pensée à un moment aussi pour ça. Parce oui, que y avait il fallait en passer par là. Oui. Tant mieux. Mais du coup, tu vois, ils ont défoncé des portes, quand même, ces gens. Oui, mais du coup, ça a été un choix politique. C'est pas venu spontanément, naturellement. Il a fallu donner un espace d'expression à des personnes qui n'avaient pas justement d'espace d'expression. Il l'avait quand même. Là, il y a eu plutôt une exposition. C'est le fait qu'il y ait Jamel et Canal+, qui soient venus. Mais sinon, il y avait quand même des stand-uppers de banlieue qui venaient dans les cafés-théâtres. Enfin, moi, j'en ai toujours connu. Bon, j'ai pas non plus 60 ans, mais ils étaient quand même là, ces gens. On leur a donné la possibilité d'être vus par plus de monde. Et ça, c'est vachement bien, quoi. Enfin, évidemment, c'est bien. Alors, selon les études sociologiques sur le rire, notamment celle de Nelly Kemener que j'ai déjà citée, les conditions d'émergence des humoristes femmes, des humoristes racisés, montrent une situation plus complexe qu'une simple question de méritocratie ou d'autocensure, ce qui ne veut pas dire, bien sûr, qu'il n'y avait ni autocensure ni mérite. Par exemple, Nelly Kemener, selon elle, si on disait et si certains disaient encore que les femmes n'ont pas le sens de l'humour, c'est parce que l'humour, comme maîtrise du langage, comme parole publique, reste associé dans notre société à la masculinité. Il y a des garçons dans la salle ? J'aime pas les garçons. Nelly Kemener a montré comment des humoristes femmes ont mis du temps à émerger parce qu'elles subissaient des critiques spécifiquement liées à leur genre. Par exemple, Josiane Balasco a été beaucoup critiquée pour sa corpulence, qui ne correspondait pas aux standards de la féminité, alors que ça n'a jamais été un problème pour Coluche. Certes, les choses changent. Des humoristes comme Florence Foresti, Shirley Soignon déconstruisent ces stéréotypes liés à la féminité. Mais il y a toujours bien plus d'hommes que de femmes parmi les humoristes, comme il y a toujours plus d'hommes que de femmes en général parmi les intermittentes et intermittents du spectacle. C'était 35% d'hommes parmi ces intermittentes et intermittents en 2017. Au début de cet épisode, on s'était demandé si l'humour était une sous-langue. La réponse est bien sûr négative. L'humour est une langue très particulière et très riche, qui est verbale, mais qui est aussi physique, qui se tisse dans l'interaction entre un locuteur ou une locutrice et son public. L'humour peut avoir une valeur littéraire, artistique, une valeur affective, sociale, politique, mais il a aussi, et de plus en plus, une valeur économique. Alors, j'ai un peu trop la pression pour terminer cet épisode par une blague, et moi, ce n'est pas mon métier. J'ai fait une thèse sur l'humour, mais dans Balzac, je ne suis pas sûre que tout le monde ait envie d'entendre les blagues de Balzac, donc je préfère laisser à nouveau la parole à Guillaume Meurice. Je lui ai demandé quels étaient les humoristes qu'il aimait et qu'il n'aimait pas. J'aime bien Alexandre Astier, j'aime bien son univers, ça me fait vraiment marrer. Et après, ce que j'aime bien, mais un peu par des formations professionnelles, c'est les choses qui sont le plus éloignées de moi. Donc, Monsieur Fraise, il y a un mec qui s'appelle Arnaud Aymar qui fait des personnages complètement barrés. Enfin, tout ce que j'arrive pas à piger de comment ils font, ça me saisit, quoi. Pour finir sur une comparaison, j'ai fait un peu de sport, mais vraiment un peu. Et c'est même pas considéré comme du sport, parce que j'étais gardien de but dans une équipe de foot quand j'étais plus jeune. Et il y a un peu le même respect entre les gardiens de but, même d'équipe adverse, qu'entre les gens qui montent sur scène faire des blagues. Même s'il y a des gens qui ne s'apprécient pas, des gens qui se piquent des blagues, il y a des coups bas, etc. Ça peut, comme dans tous les milieux. Il y a quand même le truc de... On sait ce que c'est d'aller tout seul face à des gens avec la promesse de les faire rigoler. Donc, il y a quand même ce respect-là. C'était le 3e épisode de Parler comme jamais. Parler comme jamais est un programme de Binge Audio, réalisé en partenariat avec la Délégation générale à la langue française et aux langues de France, produit par Diane Jean, qui fait un travail infini pour m'accompagner chaque fois et que je remercie tout aussi infiniment. Il est aussi produit par Camille Régache, enregistré par Jules Cros, qui a été très patient quand il s'agit d'enregistrer avec Guillaume Meurice, merci. Réalisé par Victor Dubin, qui a été très patient avec moi, merci. Alors, si vous avez des artistes, des humoristes à me recommander, n'hésitez pas. Moi, je me permets de vous recommander le podcast humoristique sur Binge Audio « À bientôt de te revoir », animé par Sophie-Marie Larouille, la série de Programme B sur le stand-up, qui s'appelle Bande de rigolos et qui est réalisée par Anouk Perry, présentée par Thomas Rozek, et le podcast du Chip, avec l'humoriste Fadili Camara, qui s'appelle Fadili Camara dans le Turfu. C'est sur le Chip Podcast.
N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de cet épisode, par mail, par Facebook, mais je suis surtout présente sur Twitter. Recommandez-moi des artistes, dites-moi les sujets que vous voudriez voir abordés dans les prochains épisodes de Parler comme jamais. N'hésitez pas à me faire des retours, à vous abonner à ce podcast et à me donner plein d'étoiles. Merci beaucoup pour votre écoute et je vous retrouve le mois prochain.